Le bilan dramatique de la Seconde Guerre mondiale est renforcé par l'horreur de la solution finale, mise en place au cours de la conférence de Wannsee qui s'est tenue le 20 janvier 1942 à Berlin. À la mort sociale, mise en place au travers des lois d'exclusion et de persécution de la communauté juive dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir, à la volonté de pousser les juifs à l'exil pour ne plus les avoir sur le territoire allemand, succède une politique active de mise à mort. Les Einsatzgruppen commencent leur œuvre exterminatrice dès le début de la guerre. En 1944, le bilan de leur action meurtrière au travers d'une exécution par balle s'élève à 1,5 million de personnes, en grande majorité juives. Le Troisième Reich veut accélérer l'anéantissement de la communauté juive. C'est lors de la conférence de Wannsee que la méthode et les protocoles de la Shoah sont discutés et adoptés. Déportation en masse vers des camps d'extermination, gazage et incinération des corps. 6 camps d'extermination sont créés: Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz et Majdanek. Ces camps complètent le processus de mise à mort lente instauré dans les camps de concentration construits au sein du Grand Reich. À la Libération, on dénombre 6 millions de juifs et de tziganes assassinés par les Einsatzgruppen et dans l'ensemble de ces camps. La France de Vichy, sous la direction du maréchal Pétain, qui engage le pays dans la collaboration dès 1940, participe au génocide juif et tzigane. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, un mythe résistentialiste se met en place. Les Français auraient, dans leur grande majorité, résisté à l'occupant. Le nombre de collaborateurs aurait été marginal. Robert Harron développe la thèse du bouclier et de l'épée. Le maréchal était le bouclier, le général l'épée. L'idée est de présenter le maréchal Pétain comme celui qui a protégé les Français de la folie nazie et qui a œuvré à la protection des Juifs nationaux. Le général de Gaulle crée d'ailleurs en 1960 un lieu de mémoire au Mont Valérien pour essayer d'imposer la mémoire d'une France résistentialiste. Le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon s'inscrit dans la même logique. Ce mythe résistentialiste, selon l'expression d'Henri Rousseau, est mis à mal au moment de la publication de la France de Vichy de l'historien américain Robert Paxton en 1972. Il y affirme: il y a notamment cette idée absurde que la France de Vichy a essayé, dès le début, de protéger les Juifs de nationalité française. C'est un coup de tonnerre dans la société française. Dans sa thèse soutenue en 1991, l'historienne Annette Vivorka considère que la mémoire du génocide des Juifs s'est mise en place selon 4 phases principales. La phase de retour et du choc de la découverte des camps, la phase d'occultation du génocide, la phase de réveil des mémoires et enfin la phase de l'omniprésence des mémoires du génocide dans l'espace public. L'historien Henri Rousseau, quant à lui, identifie 4 phases dans la mémoire de la Shoah au sein de la société française. Il met en avant le deuil inachevé, qui s'étend de la libération au milieu des années 50, le refoulement des années 60, un retour du refoulé au début des années 70, et une phase obsessionnelle d'hypermnésie du souvenir à compter des années 80. Dans les années 90, la société converge désormais vers l'idée d'une réparation officielle des crimes commis. En 1995, le président Jacques Chirac prononce une allocution historique sur la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Jusque-là, aucun gouvernement ou président n'avait assumé la participation de la France au génocide, distinguant l'État de Vichy, qui officiellement n'était plus la France. Jacques Chirac affirme et reconnaît dans son allocution que la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français, par l'État français, lors de la rafle du Veldiv de juillet 1942, mais aussi lors d'autres rafles et déportations. La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. En 2002, la plus haute juridiction administrative française reconnaît la responsabilité civile de l'État français d'aujourd'hui.
Ce mouvement de reconnaissance est suivi en Europe. Les ministres européens de l'éducation ont adopté, le 18 octobre 2002, la déclaration qui institue une journée de la mémoire de la Shoah et de prévention des crimes contre l'humanité. La date a été laissée de libre choix à chaque pays. La France et l'Allemagne ont choisi le 27 janvier, date symbolique puisqu'elle correspond à l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Henri Rousseau évoque à travers l'expression biblique des raisins verts la transmission des blessures à travers plusieurs générations. Les rescapés des camps de la mort ressentent le devoir moral de témoigner au nom de ceux qui moururent de l'œuvre exterminatrice nazie. Qu'avons-nous promis à nos morts? Que le monde entier saurait ce que fut leur calvaire, que le monde entier reconnaîtrait en eux des martyrs et des héros, que nul ne toucherait à leur mémoire, publie le journal Le Déporté en 1953. Cette entreprise connaît plusieurs étapes en considération de l'impréparation de la société face à ces témoignages. Dans son ouvrage publié en 1988, Le syndrome de Vichy, Henri Rousseau développe la thèse du refoulement. Au retour des camps, les rescapés auraient voulu effacer le souvenir de ces années noires pour guérir de leur traumatisme. Plusieurs années plus tard, Henri Rousseau admet l'inexactitude de sa thèse. Il évoque désormais les silences des rescapés plutôt que l'oubli. Simone Veil, rescapée des camps de la mort, juriste puis ministre, analyse le silence que l'on reproche aux rescapés après leur retour. Si nous n'avons pas parlé, c'est parce que l'on n'a pas voulu nous entendre, pas voulu nous écouter, parce que ce qui est insupportable, c'est de parler et de ne pas être entendu. Face à cette surdité de la société, les survivants ressentent un sentiment de culpabilité, comme l'analyse le philosophe africain Tadeusz Metz. L'historienne Annette Vivorka souligne quant à elle que les années suivant la libération étaient dédiées à la célébration des héros de la résistance. La mémoire d'Auschwitz, portée par des acteurs juifs, ne pénètre dans l'espace public qu'à la fin des années 60. C'est avec le procès Eichmann en 1961, ce Nuremberg du peuple juif, comme disait Ben Gourion, qu'émerge dans l'opinion publique la conscience du génocide. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, les centres de mise à mort sont progressivement fermés et détruits par les Allemands, soucieux de ne laisser aucune preuve de leurs crimes. À Treblinka, Sobibor et Belzec, les nazis font aussi disparaître les corps des victimes. Les cadavres sont déterrés et brûlés pour ne pas laisser de traces des massacres qui ont eu lieu. Au printemps, les nazis procèdent à la destruction des documents. À la fin de l'année 1944, Auschwitz est le seul camp d'extermination à fonctionner à plein rendement. Le 27 janvier 1945, les nazis quittent le camp après avoir détruit les crématoires 2, 3 et 5, puis ils incendient les entrepôts du Canada de Birkenau. De même, en mai 1945, l'ancien camp de concentration de Bergen-Belsen est totalement brûlé par des soldats britanniques pour empêcher la propagation du typhus. Ces destructions font le jeu des négationnistes, tels Louis Darquier de Pellepoix, ex-commissaire aux questions juives du gouvernement de Vichy, qui affirme « Je vais vous dire, moi, ce qui s'est passé à Auschwitz. On a gazé. Oui, c'est vrai, mais on a gazé les poux. » Robert Faurisson se situe dans la même ligne, tandis que Maurice Bardèche dénonce une falsification de l'histoire. Pour lui, il n'y a eu ni chambre à gaz, ni génocide juif. Cette invention aurait servi à asseoir les revendications des Juifs à la création d'un État d'Israël. On assiste à une mémorialisation des lieux où le génocide juif a été perpétré. On parle de mémorialisation de la Shoah, c'est-à-dire d'une mise en récit public du génocide comme sujet de connaissance du passé, matériau de souvenir au présent et de préservation pour l'avenir. En 2015, Serge Klarsfeld, historien et avocat français qui dédie sa vie à l'action militante pour la reconnaissance de la Shoah, affirme « Ces lieux ont un caractère à la fois maudit et sacré. Maudit parce qu'on y a exterminé des gens, sacré parce que c'est là que restent les cendres des gens aimés. »
Dans cette œuvre de mémorialisation, de nombreux débats ont lieu entre victimes ou descendants de victimes, associations, acteurs politiques et étatiques. Quels lieux mémorialiser? Les lieux de vie, les lieux de culte, les lieux dédiés à l'extermination? Au début des années 2000, les acteurs des commémorations de la Shoah se retrouvent confrontés à de nouvelles problématiques. La persistance de discours négationnistes et antisémites et la disparition des survivants de la Shoah. À cela s'ajoute le manque de moyens financiers ou le manque d'initiatives politiques. En 1954, à l'initiative du Réseau du souvenir, le Parlement français adopte la loi instituant une journée nationale de la déportation. Le thème du génocide juif entre dans les programmes scolaires dès 1962. En 1983, le Premier ministre Pierre Mauroy déclare « Il faut que les jeunes générations sachent ce qui a été alors vécu pour être prêtes à toujours sauvegarder la dignité de leur patrie et plus encore la dignité de l'homme. » En 1950, Isaac Schneerson décide de créer un tombeau mémorial destiné aux victimes de la Shoah, le mémorial du martyr juif inconnu. Ce lieu accueille aussi un centre pour les archives, le Centre de documentation juive contemporaine. Aujourd'hui étendu, le MMJI se double du mémorial de la Shoah, inauguré en 2005. D'autres lieux dédiés à la mémoire de la Shoah sont érigés en France et font partie du réseau des lieux de mémoire de la Shoah en France, créé en 2015. Celui-ci rassemble 13 institutions adossées à un site historique et liées à l'histoire et à la mémoire de la persécution, de la déportation, de l'extermination, du sauvetage ou de la résistance des Juifs de France durant la Seconde Guerre mondiale. On peut citer, entre autres, la Maison d'Isieux, le mémorial du camp de Rivesaltes ou l'ancien camp de concentration du Struthof. L'initiative d'Isaac Schneerson motive Israël à entreprendre l'érection de son propre mémorial, Yad Vashem, à Jérusalem, dès 1953. Cet Institut international pour la mémoire de la Shoah est inauguré en 1957. À Berlin, un mémorial aux Juifs assassinés d'Europe est inauguré en mai 2015. 2711 blocs de béton assemblés en damier rappellent des stèles mortuaires. Un centre d'information et de ressources complète le monument. À Auschwitz, en Pologne, un musée est ouvert dès 1947. Il pose dès sa création le problème des conflits de mémoire. En effet, comme son nom l'indique, il est dédié aux martyrs de la nation polonaise et des autres nations. La mémoire du million de Juifs assassinés à Auschwitz est donc occultée au profit d'une mémoire polonaise et antifasciste. Après l'effondrement du bloc soviétique, le musée s'ouvre à la mémoire juive. Le coût d'entretien de ce musée est très important. Il s'élève à plusieurs millions d'euros par an et l'enjeu est d'entretenir sans reconstruire afin de préserver le caractère authentique du camp. Le musée accueille plus de 2 millions de visiteurs par an. Cela soulève les problématiques de l'exploitation touristique et de l'injonction de se souvenir. Près de 3/4 de siècle après sa libération, Auschwitz est l'objet de débats. Selon l'historien néerlandais Robert Jan van Pelt, cette sorte de parc à terme aseptisé pour touristes doit fermer. Visiter ne permet pas à ses yeux de mesurer l'ampleur de l'angoisse et de la souffrance des déportés. Vous pouvez le comprendre? Peut-être. Le ressentir vraiment? Je ne le crois pas, écrit la rescapée Ginette Kolinka. D'autres regrettent que l'extermination des Juifs et des Tziganes ne soit pas davantage mis en avant et que le temps de visite soit trop réduit. Annette Vivorka, quant à elle, insiste sur l'enjeu de la transmission de la mémoire dans les lieux de la Shoah, surtout auprès des scolaires. La question de la transmission est d'autant plus aiguë que le nombre de survivants de l'Holocauste est de plus en plus réduit. Le respect que doit inspirer ce lieu se perd aussi face à la horde de touristes qui rivalisent de selfies et de marches d'équilibristes sur les rails menant au camp. Les Juifs n'ont pas été les seuls à subir la volonté exterminatrice des nazis.
Les Tziganes ont aussi subi un génocide ordonné par le Troisième Reich et ont connu les mêmes persécutions que la communauté juive dès les années 30 avec l'instauration de lois raciales. On estime que 25% des Tziganes européens ont été assassinés, ce qui représente 220 000 personnes. Cependant, les nations occultent la mémoire de ce génocide. La République fédérale d'Allemagne a longtemps considéré que toutes les mesures prises contre les Tziganes avant 1943 étaient des mesures officielles légitimes prises contre des personnes ayant commis des infractions pénales. Il faut attendre 1979 pour que le Parlement de la RFA reconnaisse le caractère raciste de la persécution des Tziganes par les nazis et 1982 pour qu'un chancelier reconnaisse pour la première fois officiellement le génocide contre les Roms. Le processus de mémorialisation est donc tardif et en conséquence limité. Le mémorial aux Sintés et aux Roms européens assassinés pendant le nazisme n'est inauguré à Berlin qu'en 2012. De même, en France, le drame des Tziganes français demeure largement occulté. Et ce d'autant plus que les lieux de leur internement ont disparu et que le phénomène d'identification aux victimes tziganes est inexistant. Il y a donc défaut de mémoire. Ce n'est qu'en 2016 qu'est inauguré, avec le soutien du Mémorial de la Shoah, un monument à Saint-Sixte, où 3 familles tziganes ont été fusillées par les nazis en 1944. La même année, François Hollande reconnaît la responsabilité du régime de Vichy dans l'internement de milliers de tziganes de 1940 à 1945. Face au traumatisme de la découverte des camps, les Alliés décident de juger les criminels nazis. Le procès se tient à Nuremberg du 18 octobre 1945 au 1er octobre 1946. L'endroit n'a pas seulement été choisi pour sa symbolique et son rappel des lois sur la protection du sang et de l'honneur allemand de 1935. Nuremberg est en effet le seul lieu capable d'accueillir le procès et ses prisonniers au vu des destructions liées à la fin de la guerre. 22 accusés de crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité comparaissent devant le tribunal international. Au bout d'1 an de procédure, 11 accusés sont condamnés à mort, 7 sont condamnés à des peines de prison et 3 sont acquittés. D'autres procès suivront. Des médecins nazis et l'entreprise IG Farben seront jugés par un tribunal militaire américain à Nuremberg entre 1946 et 1948. En Pologne, un tribunal suprême national juge en 1947 Rudolf Höss, commandant du camp d'Auschwitz-Birkenau, ainsi que 40 officiers et gardiens du camp. D'autres procès ont lieu à Francfort, en Allemagne, entre 1963 et 1965, pour juger 22 autres officiers et capots du camp d'Auschwitz-Birkenau. C'est peu face au nombre de nazis ayant participé à l'œuvre d'extermination. Mais l'Allemagne souhaite désormais se tourner vers l'avenir et tourner cette page traumatisante de son histoire. Il faut laisser le passé au passé, déclarera le chancelier allemand Konrad Adenauer. Simon Wiesenthal, rescapé de la Shoah, consacre sa vie à la recherche de criminels de guerre nazis pour qu'ils soient jugés. En 1950, la loi sur la répression des crimes nazis et de leurs collaborateurs, destinée à poursuivre les Juifs accusés de collaboration, est adoptée en Israël. Une quarantaine de procès eurent lieu dans le cadre de cette loi. Plus la guerre s'éloigne, plus l'enjeu de juger les criminels nazis s'éclipse. Que ce soit au nom de la reconstruction, de la réconciliation nationale et européenne, ou face aux enjeux du contexte politique international, le nombre de procès ne cesse de diminuer dans tous les pays dès la fin des années 40 et la sévérité des peines s'estompe. Mais la distance temporelle ne doit pas empêcher de nouveaux procès au besoin. Ainsi, la France adopte une loi à l'unanimité rendant imprescriptibles les crimes contre l'humanité en 1964, suivie par l'ONU en 1968. La loi israélienne de 1953 va permettre de poursuivre Adolf Eichmann, qui s'était échappé à la fin de la guerre
et s'était installé en Argentine avec sa famille. Celui-ci est considéré comme l'artisan de la solution finale, l'administrateur en chef du plus grand génocide de l'histoire. Enlevé par le Mossad, il sera jugé en Israël en 1961. Ce procès, qui aboutit à la condamnation à mort par pendaison, est exceptionnel à plus d'un titre. Tout d'abord, le génocide est au cœur de l'accusation, à contrario des autres procès des criminels nazis. Ensuite, le procès sert de leçon d'histoire sur la Shoah au monde entier, mais surtout à la jeunesse. Enfin, Anas Vivorka note que ce procès marque l'avènement du témoin. Ceux qui viennent témoigner contre Eichmann deviennent porteurs d'histoire et agents de mémoire. Adolf Eichmann plaide n'être qu'un simple exécutant de l'administration du Reich qui se contentait d'obéir aux ordres de ce supérieur. Stanley Milgram, chercheur à l'université de Yale, démontre scientifiquement la soumission à l'autorité. L'objectif de l'expérience menée est de mesurer le niveau d'obéissance à un ordre contraire à la morale. Cette théorie domine jusque dans les années 90. Pendant un demi-siècle, la conviction des historiens était celle d'une société allemande soumise au régime totalitaire nazi qui avait instauré un régime de terreur sur sa population. Depuis, l'adhésion à l'idéologie nazie dans la population allemande est démontrée. Mais ce mode de défense inspire la philosophe et journaliste Hannah Arendt, qui développe sa théorie de la banalité du mal. Cette théorie est fortement contestée, d'autant plus aujourd'hui. Le corps d'Adolf Eichmann est symboliquement incinéré après sa pendaison, pour qu'il ne laisse pas de traces. En France, plusieurs procès défraient la chronique. Celui de Klaus Barbie, le boucher de Lyon. Réfugié en Bolivie, il est reconnu et extradé en France en 1983. Il est condamné à perpétuité pour crime contre l'humanité à Lyon en 1987. Ancien fonctionnaire collaborationniste du régime de Vichy, Paul Touvier, accusé de crime contre l'humanité, est arrêté en 1989, jugé et condamné en 1994 à la réclusion criminelle à perpétuité. En 1998, Maurice Papon est condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité. Secrétaire général de la préfecture de Gironde, il avait ordonné l'arrestation et la séquestration des Juifs avant leur déportation vers le camp de Drancy. La chasse aux nazis se poursuit. Le centre Simon Wiesenthal en Israël a lancé en 2014 son opération Last Chance afin de découvrir de nouvelles affaires dont les autorités n'auraient pas encore eu connaissance et de pouvoir juger les nazis qui étaient passés jusque-là, entre les mailles du filet de la justice. Selon le directeur du centre, environ 60 personnes encore aptes à être jugées étaient encore en vie à cette date. Une récompense de 25 000 € était offerte à qui fournirait des renseignements permettant une arrestation. La question fait débat, non seulement par rapport à l'âge des accusés, mais aussi face au manque de témoins ou d'archives. Le centre met cependant en avant plusieurs arguments pour justifier la poursuite de la traque. Le passage du temps ne diminue en rien la culpabilité des tueurs. Le grand âge ne doit pas leur offrir l'immunité. Chaque victime des nazis mérite un effort pour que l'on juge son meurtrier. L'effort présent est un rappel de l'importance des crimes de l'Holocauste et un avertissement pour les antisémites et les racistes d'aujourd'hui. Ces procès sont utiles dans le combat actuel contre les négationnistes. Oskar Groning, 96 ans, ancien comptable d'Auschwitz, est condamné à 4 ans de réclusion en juillet 2015 pour complicité de meurtre de 300 000 personnes. Il meurt à l'hôpital sans avoir été emprisonné. L'ancien infirmier du camp d'Auschwitz, Hubert Zafke, 96 ans, n'a pas fait l'objet de poursuites car il n'était plus apte à comparaître. Le dernier procès date de 2022. L'ex-secrétaire d'un camp de concentration âgé de 97 ans a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. L'œuvre de mémoire du génocide et sa transmission ne relèvent pas seulement de la mémorialisation des lieux,
mais aussi de son évocation dans la littérature et le cinéma. Les premiers écrits sont produits par les rescapés du génocide. Des manuscrits retrouvés dans les camps de la mort ou dans les ghettos racontent le processus d'anéantissement en cours. Ils sont conservés pour la plupart à Yad Vashem. Parmi les témoignages édités, on trouve le journal d'Anne Frank. Cette jeune fille juive allemande décrit son quotidien à Amsterdam entre 1942 et 1944, où elle se cache avec sa famille en exil. Elle meurt à Bergen-Belsen en 1945. L'ouvrage est publié par son père en 1947. À ce jour, il a été traduit en 70 langues et plus de 30 millions d'exemplaires de son livre ont été vendus. Depuis 2009, il est inscrit au registre international de la mémoire du monde. Parmi les témoignages de rescapés, l'œuvre de Primo Levi connaît un destin singulier. Primo Levi est un juif italien arrêté en tant que membre de la résistance italienne au fascisme. Dans son livre, Si c'est un homme, il relate son emprisonnement au cours de l'année 1944 dans le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Monowitz, jusqu'à la libération du camp, le 27 janvier 1945. Publié en 1947, son livre n'est tiré qu'à 2500 exemplaires et sombre dans l'oubli, avant une réédition en 1958, qui en fait un ouvrage de référence. Le livre s'est aujourd'hui vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde et a été traduit dans près de 60 langues. Parfois, les rescapés mettent du temps avant de vouloir ou de pouvoir témoigner. Parmi ceux-ci, Chill Rachman. Juif polonais, Chill est l'un des 57 survivants du camp d'extermination de Treblinka, où au moins 750 000 juifs ont été assassinés. Après son évasion du camp, caché jusqu'à la fin de la guerre par un ami, il décrit dans un manuscrit les 10 mois qu'il a passés à Treblinka. À sa demande, sa famille fait publier après sa mort son témoignage. Son manuscrit s'intitule « Je suis le dernier juif, Treblinka ». D'autres auteurs n'ont pas été touchés directement par le génocide. En 2006, un roman fait polémique, Les Bienveillantes, de l'écrivain franco-américain Jonathan Little. S'il reçoit le prix Goncourt, il fait couler beaucoup d'encre et est critiqué pour son voyeurisme ou son immoralité. En effet, le narrateur n'est pas une victime de la Shoah, mais un nazi qui participe à la mise en œuvre du génocide. À contrario de l'expression d'Annette Vivorka sur l'avènement du témoin, l'historien Denis Péchanski s'interroge de son côté sur l'ère du bourreau. La fiction est aussi utilisée pour recréer cette mémoire. Dans la bande dessinée Maus, publiée entre 1980 et 1991, l'américain Art Spiegelman raconte l'histoire de son père, juif polonais déporté à Auschwitz et rescapé. Il représente les juifs sous la forme de souris et les Allemands sous la forme de chats. Ce roman graphique a été récompensé par le prix Pulitzer. Dans la catégorie des BD, on trouve aussi les dessins de Cabu, datant de 1967, qui illustrent la rafle du Veldiv, qui a eu lieu à Paris les 16 et 17 juillet 1942. Plus de 13 000 juifs ont été raflés par des policiers et des gendarmes français avant d'être déportés. Le génocide des Tziganes est un génocide oublié, selon l'expression des historiens. Les Tziganes eux-mêmes ont refusé de s'exprimer et de témoigner. Dans ce silence, l'œuvre de Sejia Sochka est d'autant plus importante. Rescapée des camps de concentration d'Auschwitz, de Ravensbrück et de Bergen-Belsen, elle s'est lancée dans la peinture dans les années 1990. L'essentiel de son œuvre est découvert de manière posthume. Écrivaine, elle a aussi publié un livre de poèmes intitulé Auschwitz et mon manteau et des romans dont Nous vivons cachés, récit d'une Romnie à travers le siècle. La rafle du Veldiv a donné lieu à la réalisation d'un film sorti en 2010, La Rafle. Les critiques sont partagées entre émotion, utilité d'un tel sujet dans le cadre du devoir de mémoire et le côté artificiel de la réalisation qui insiste lourdement sur le pathos. Aucun film sur la Shoah ne peut sortir sans déclencher de débats et un concert de critiques ou de louanges. La représentation du génocide au cinéma
pose problème. Comment représenter l'indicible sans faire du voyeurisme? Comment sortir un film au cinéma sur un tel thème sans en faire un spectacle sur une des plus grandes tragédies du XXe siècle? Le film référence pour relater la Shoah est le film de Claude Lanzmann, sorti en 1985. Le film documentaire, considéré comme un chef-d'œuvre, est tourné dans les années 1976-1981 et dure près de 10 heures. Il est composé d'entrevues de témoins de la Shoah et de prises de vue faites sur les lieux du génocide. Le film est couvert de récompenses, y compris un César d'honneur décerné au Festival de Cannes en 1986. La comédie dramatique de l'italien Roberto Benigni, sortie en 1997, fait aussi polémique. Sa fable, La vie est belle, relate la déportation d'une famille juive italienne et le combat du père pour que son fils ne se rende pas compte de l'horreur des camps. Pour certains, le parti pris décalé est profondément dérangeant et rend le génocide méconnaissable. Peut-on rire de la Shoah? Pour Roberto Benigni, le rire est une arme. C'est un moyen d'échapper à sa condition. C'est la liberté. Peu de films sur la Shoah sont exempts de polémiques. Que les critiques portent sur le thème, l'esthétique, la crudité ou l'artificialité, chaque film sur le génocide juif génère un flot de critiques. Comme le résume Claude Lanzmann en 1994, la fiction est une transgression. Il y a un interdit de la représentation de la Shoah. Le fils de Saul, film dramatique hongrois de László Nemes, sorti en 2015, est une exception dans ce contexte. Il reçoit le Grand Prix au Festival de Cannes et l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Malgré ces polémiques, le cinéma a contribué à ancrer le génocide juif dans la mémoire collective. A contrario, peu de films traitent du génocide des Tziganes.